Salut et bienvenue dans Cinestory. On va parler aujourd'hui d'un métier parfois décrié, parce qu'en fait, quand il est mal exercé, ça peut littéralement tuer un film. Vous l'aurez compris, on va parler de doublage. Je n'arrête pas d'imaginer notre enfant. Il serait le plus beau du monde. Déjà, il faut savoir qu'on doublait les films muets. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter là? À l'époque, il suffisait de remplacer les intertitres dans les copies destinées à l'étranger. C'est l'ancêtre du sous-titre. C'est en 1927 que le son est intégré dans la pellicule. Il faut savoir qu'avant cette date, les projections étaient accompagnées par des musiciens en direct. Des partitions étaient même vendues ou louées avec les films afin que les cinémas ambulants fassent accompagner leurs séances par la même musique. D'ailleurs, cette pratique tend à revenir ces dernières années avec ce qu'on appelle le ciné live. Forcément, c'est beaucoup plus impressionnant. Enfin bref, avec l'arrivée du parlant dans les années 30, le son est enregistré en direct et la post-synchronisation n'existe pas encore. C'est-à-dire que le son doit être enregistré pendant le tournage. Et pour la musique, les orchestres sont physiquement dans le studio, cachés derrière le décor, je vous raconte pas le bordel. Pas de post-production, ou à la limite de simples cuts. Mais du coup, on ne peut pas produire a posteriori une version d'un film dans une autre langue. On ne peut pas doubler de voix. Alors pendant plusieurs années, les films sont à version multiple. C'est-à-dire que le scénario, le script et le décor sont les mêmes, mais on retourne le film complet avec d'autres acteurs et une autre équipe de tournage. Et vous le devinez sans doute, ça coûte extrêmement cher de faire ça. Par exemple, il y a 8 versions du film Secret professionnel, et ça multiplie donc par 8 le prix de la bobine, du coup. Alors il faut innover, et le premier film parlant européen est signé Alfred Hitchcock avec Chantage, sorti en 1929. L'actrice principale de son film, Annie Andra, est tchécoslovaque et parle à peine anglais. C'est donc une jeune actrice anglaise, Joanne Barry, qui était cachée dans une cabine placée hors cadre et qui récitait son dialogue devant un microphone, pendant qu'Annie Andra essayait de mimer les dialogues. Son accent était tellement prononcé qu'après l'audition, Alfred s'est dit que ce n'était pas une bonne idée de la laisser parler. But Hitch, you mustn't do that. Why not? Well, because I can speak well. Do you realize the squad van will be here any moment? No, really. Oh my God, I'm terribly frightened. Et c'est pas tout à fait évident de se synchroniser avec quelqu'un d'autre en direct. Et c'est d'ailleurs le sujet du film Chantons sous la pluie, qui raconte le passage du cinéma muet au parlant, que je vous conseille de les voir. Vite. Alors il faut savoir deux choses. Au début des années 30, il est développé aux États-Unis ce qu'on appelle le dubbing. C'est un procédé qui permet d'enregistrer du son et de le synchroniser après que l'image ait été tournée. C'est ce procédé qui donne naissance au doublage tel qu'on se l'imagine aujourd'hui. D'ailleurs, le film Alléluia de King Vidor est considéré comme le premier long métrage entièrement doublé. Et c'était même pas volontaire! La légende raconte que le camion de matériel audio était en retard sur le tournage, et le réalisateur a dû commencer son film en muet. Et il s'est finalement dit que c'était une contrainte en moins, et il a fini son film. Mais la production n'avait pas signé pour un film muet. Alors il a fallu doubler. Il a fallu tout doubler. En France, le remplacement d'une voix par une autre se généralise, et l'évolution de la technologie est assez rapide. On peut par exemple parler de la bande Ritmo, qui est une bande transparente qui défile synchroniquement devant les images. Il faut savoir que dans le reste du monde, on double à vue, par fragments de scène, voire phrase par phrase, les doubleurs apprenant par cœur la traduction correspondante. Donc faut pas déconner, le doublage français est encore aujourd'hui un des meilleurs d'Europe. Si ce n'est le meilleur du monde. D'ailleurs, le doublage français des Simpsons est considéré comme le meilleur au monde. Et c'est même le créateur Matt Groening qui l'a dit. Du coup, au milieu des années 30, les films en version multiple disparaissent. Vous l'aurez compris, si on manie le doublage correctement, il n'y a pas vraiment besoin de retourner entièrement le film en français. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le doublage a été utilisé à des fins de propagande. Hitler, par exemple, fait doubler ses discours pour les diffuser aux actualités italiennes. C'est d'ailleurs à cette époque que l'industrie cinématographique française se plie au contrôle de l'État. Il faut savoir que certaines réglementations et aides financières encore en vigueur aujourd'hui sont directement héritées de l'occupation. Dans les années 50, le Centre national du cinéma établit ce qu'on appelle les classifications des salles de cinéma, qu'elles soient d'avant-garde spécialisées ou d'art et d'essai. Vous allez voir où je veux en venir. Le cinéma d'art et d'essai, à l'origine, coïncide avec la diffusion de films étrangers en version originale.
VO pour les intimes. Donc au fil des années, il y a une rupture qui se fait entre une élite amateur de VO, car on ne dénature pas le produit original, et le grand public qui accède aux films étrangers plus facilement via le doublage, qui devient de plus en plus péjoratif pour les critiques. Il faut savoir que maintenant, près de 80% des films étrangers sont doublés. Il n'y a que quelques rares salles qui résistent encore et toujours à l'envahisseur et qui proposent les films en VO. Et toi ? Qu'est-ce que tu préfères? On va maintenant voir comment se passe le doublage d'un film et pourquoi ça peut parfois être contesté. Il faut savoir que le film est tourné et monté entièrement en version originale. Il est ensuite envoyé aux sociétés de doublage dans les différents pays. En France par exemple. Le film sera projeté une première fois en présence de l'équipe technique complète et du directeur artistique, c'est lui qui dirige le tout, afin de bien cerner le ton du film. Ensuite, le détecteur va... détecter, j'imagine. Il va retranscrire tous les dialogues en anglais. Il va simplement écrire ce que disent les acteurs sur la bande rythmo qui est synchronisée avec les acteurs originaux, je le rappelle. Mais il n'écrit pas que ça sur la bande rythmo, il note aussi lorsqu'il y a des rires et surtout à chaque fois que les lèvres se touchent. C'est très important pour ce qui va suivre, et ça s'appelle les signes de détection. On passe maintenant à l'adaptation. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas être fidèle à 100% parce que le mouvement des lèvres des acteurs ne coïncide pas toujours entre l'anglais et le français. Il va donc falloir essayer de faire une traduction la plus crédible possible, mais c'est pas toujours évident. On peut par exemple parler des jeux de mots ou des blagues typiquement américaines que le public français ne comprendrait pas. On pourrait parler du film X-Men Le Commencement où Hugh Jackman fait un caméo de 10 secondes pour simplement dire « Go fuck yourself ». C'est bien traduit en VF, mais s'il dit ça, c'est parce que le réalisateur a voulu utiliser son seul et unique fuck qui en fait un film déconseillé aux moins de 13 ans seulement. Un fuck de plus, et c'est l'interdiction aux moins de 17 ans aux États-Unis. Et ça en France, on ne le sait pas. Prochaine étape, la calligraphie. Alors je ne vous cache pas que c'est long et fastidieux parce que c'est fait à la main, mais c'est nécessaire. Le calligraphe retranscrit sur la bande rythmo la version traduite en reproduisant au mieux l'intonation et la prosodie originale des personnages. Une fois qu'il a réussi, il recommence, par ordinateur cette fois-ci, pour envoyer la version finale au directeur artistique qui va se charger de chercher quel comédien est le plus adapté pour le rôle. Parce que oui, les doubleurs sont des comédiens. Et c'est pas si facile que ça de se mettre dans la peau d'un personnage sans réellement jouer l'action. Ça peut très vite sonner faux. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Vas-y! Les comédiens travaillent face à un écran sur lequel le film est projeté sans le son. Et en bas de cet écran, le dialogue défile en français avec une ligne par personnage. Il faut que les doubleurs soient très précis pour ne pas être en retard ou en avance sur le texte défilant. Et comme vous vous en doutez, ça colle quasiment jamais parfaitement. C'est l'ingénieur du son qui va essayer de recaler exactement les dialogues enregistrés par les doubleurs et les mouvements des vrais acteurs. Parce que si ce n'est pas bien fait, on subit ce qui s'appelle une dissonance cognitive. On en reparle juste après. Pour finir, il faut savoir que l'ingé son dispose d'une version internationale du film. Une version internationale, c'est le film sans les dialogues, les titrages, les génériques et de plus en plus sans les références culturelles du pays d'origine. Par exemple, dans les Disney assez récents, les traductions se font aussi à l'écrit. Étant donné que l'intrigue de Ratatouille se passe à Paris, ils ne pouvaient pas faire autrement. Même chose pour le film Vice Versa où les brocolis sont remplacés par des poivrons verts qui sont plus universellement détestés par les enfants japonais. Les effets sonores ainsi que les bruitages originaux sont mis de côté et réutilisés pour les futures versions étrangères. Bref, l'ingé son, comme je le disais, va superposer la VF avec le reste de l'audio et va procéder au mixage. C'est-à-dire qu'il va ajuster les voix, les gains, la réverbération par exemple, pour finir définitivement le travail. Et voilà. Au bout d'un mois et d'environ 55 000 €, le film est prêt à être diffusé. Ça coûte relativement cher pour les petites productions. Et c'est pour ça que les documentaires, par exemple, qui ont moins de budget, superposent la voix originale avec un doublage plus littéral et moins recherché que pour les grosses productions. Si on n'entendait pas la voix originale, notre cerveau ne comprendrait pas bien ce qui se passe. C'est la dissonance cognitive. Et là, on ne comprend plus rien. On n'arrive plus à suivre. Et si vous voulez en savoir plus à ce sujet, Bruce de la chaîne Y Penser en parle bien mieux que moi. Le lien s'affiche quelque part. Voilà, j'espère que vous avez appris des trucs et que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce en l'air, ça me fait à chaque fois super plaisir. Et si vous pouvez partager cette vidéo, ce serait vraiment top et je ne vous en remercierai jamais assez. Allez, j'y vais. Bisous.